Salut, bienvenue sur Love Light. Aujourd'hui, on parle d'une marque incontournable dans le monde de l'optique. Cette marque, c'est Sigma. On a des optiques sur la table. Vous allez tout savoir. On a même du matériel photo. On vous dit tout. Allez, c'est parti. On se retrouve pour parler de la marque Sigma. Avec moi, j'ai sur le plateau Foucault Prové. Bonjour Foucault. Bonjour Alex, Foucault, tu es le directeur général de Sigma France. c'est bien ça. On a également sur le plateau notre ami Alban. Bonjour Alban. Ça va, Alex? Ça va super. J'adore tes baskets. Merci. Ça n'a rien à voir avec le contenu de cette émission. Et je regarde, j'ai un superbe appareil photo, un Sigma. Sigma FPL. Sigma FPL. Ouais. Dans les mains, et j'avais jamais pris en main. Et ben, Ouais. c'est super. Alors écoute, non seulement on va en apprendre sur cet appareil photo, mais on va essayer d'abord de parler de la marque d'abord, Bien sûr, et de parler de l'entreprise Sigma, avec plaisir. puisque cette entreprise, elle a pas mal de particularités, elle se démarque des autres entreprises dans le monde de la photo, puisque d'abord c'est une entreprise qui est complètement indépendante. C'est bien ça, c'est une entreprise familiale. Entreprise familiale, le PDG actuel, c'est le fils du fondateur, C'est ça, Katsuto Yamaki, le fils de Michihiro Yamaki. Ça a démarré quand, tout ça? Alors ça a démarré en 57 lorsqu'il était ingénieur opticien pour des petits sous-traitants japonais. Les difficultés économiques ont fait que pas mal de ces petites boîtes ont fait faillite, mais certains de ses clients avaient encore besoin de lui. Donc il a monté un bureau d'études pour développer des produits pour d'autres marques. Mhm. Et en 61, il a créé le premier atelier de fabrication sous la marque Sigma. Sigma Fabrication, en fait. Sigma, c'est la somme. Et donc, c'est la somme du bureau d'études, de la mécanique, de l'optique, et à la fin, le produit fini, c'est la somme, donc c'est Sigma. D'accord, ok. Et alors, je crois que les premiers produits qu'il a sortis, entre guillemets, on est parti au départ sur un doubleur, c'est ça? Tout à fait. Bah, c'est même l'inventeur du doubleur optique qu'on met entre l'objectif et le boîtier. Puisqu'auparavant, on utilisait surtout des bonnettes de dioptrie. Et donc, c'est lui qui a inventé ce concept du doubleur, C'est ça? après de développer une gamme d'optique beaucoup plus large. Oui, je crois qu'il y a eu le 28 mm qui a été développé, qui était en 2.8, et puis un 200 mm. C'est ça. Alors, à l'origine, oui, il était plus orienté vers les grands angulaires. Mhm. Et puis surtout, il cherchait à faire des optiques qui ne se faisaient pas forcément ailleurs. Oui, c'est ça. Et après, on a également eu une période entre les deux où il y a eu, en fait, un système Y. Tout à fait. Alors à l'époque, il y avait énormément de montures, hein. On est à l'époque de la mise au point manuelle. On est dans la transition qui amène vers le réflexe. Et à l'époque, il y avait énormément de montures. Aujourd'hui, on connaît quelques marques qui fabriquent des boîtiers, hein, les Sony, Canon, Nikon et un peu Pentax, Olympus, Fuji. À l'époque, beaucoup plus de marques, et donc la problématique de choisir son optique en fonction de la marque de son boîtier. Et donc le système Y permettait en fait de changer soi-même la monture de son optique pour l'adapter sur différentes C'est ça, il y avait montures de boîtier. une dizaine de montures. Tout qui à étaient- fait, oui. ça se vendait par une dizaine de montures, tout à fait, avec un ou deux petits tournevis, et puis on changeait soi-même sa monture pour aller sur différents systèmes. C'est ça. Ça n'existe plus, ça. Ça n'existe plus du tout. Aujourd'hui. Non, aujourd'hui, C'est pas dans l'idée de se dire, tiens, je vais me mettre une bague Z, RF. Alors aujourd'hui, on a des convertisseurs de monture qui permettent de faire la transition douce, Voilà, on va dire, des entre tables. le réflexe et l'hybride. Mais aujourd'hui, la précision des capteurs numériques est Ouais, telle c'est mort. qu'on ne pourrait pas faire ça à la maison. Ouais. Tout ce qui est mécanique est d'une précision assez diabolique, donc Ouais. ce ne serait pas gérable aujourd'hui à la maison. Ouais. Alors, la particularité quand même de Sigma, donc vous fabriquez des optiques, il y a une usine, il y a deux, Alors, il y a on deux a- lieux géographiques. C'est ça, on a le siège social qui est basé à Kawasaki, dans la banlieue de Tokyo. On n'est pas les seuls d'ailleurs, hein. Il y a d'autres marques photo qui sont basées au même endroit. On vient d'ailleurs d'inaugurer le nouveau siège social. Je vous D'accord. invite à aller jeter un œil aux photos sur Internet, c'est plutôt joli. Et on a aussi un énorme site de production dont on est très fier. Une usine qu'on appelle intégrée parce qu'en fait, on maîtrise de A à Z la production. Donc pour résumer, on achète des matières premières et on sort des objectifs. D'accord. Donc on fabrique nous-mêmes un certain nombre de machines pour fabriquer. On polit le verre nous-mêmes, bien sûr. On fabrique nous-mêmes les moules pour l'injection plastique. Ouais. Et cette verticalité nous permet un contrôle des coûts et surtout un contrôle de la qualité. Oui, C'est oui. génial, et vous nous avez amené des... Oui, on a quelques vidéos qui quelques tournent là vidéos, de l'usine. Et là, pour le coup, ce sont des vraies images de la vraie usine. Je peux en témoigner, je l'ai visité quelques fois. D'accord.
Oui, oui, on voit vraiment C'est une usine qui est basée à côté du mont. À côté du mont Bandai, dans la préfecture de Fukushima, alors n'ayez pas peur, hein, juste à côté de notre usine se situe la plus grosse usine d'endoscope du monde, D'accord. donc, qui appartient à Olympus. Ah oui, qu'on Oui. voit là sur les images. Donc ouais. s'il y avait des problèmes, ça se saurait. Oui, oui, Oui. bien sûr. Elle est à Aizu Wakamatsu, exactement. Et donc nous, on l'appelle l'usine d'Aizu. Et donc on la voit derrière. Là, c'est la photo date de la fin des années 90. Oui. Elle est encore un petit peu plus grande que ça aujourd'hui. Et aujourd'hui, elle a une surface totale de 65 000 m². 65 000 m², d'accord. Alors, il s'en est passé des évolutions en termes justement de l'histoire de Sigma, puisqu'en fait, il y a la création donc, de cette société. Ensuite, en 69, on commence à voir apparaître les premières optiques fabriquées, on va dire un peu spécialisées, comme le 135 mm. Tout à fait. À la fin des années 70, on sort le premier zoom grand angulaire. Voilà, Ça ne s'était jamais fait, un 21-35 si ma mémoire est bonne. 21-35 mm. Voilà, les années 80 se passent, et puis en 85, Minolta sort le premier boîtier autofocus. Donc la fin des années 90, c'est la révolution de l'autofocus. Le fondateur Michiro Yamaki décide d'investir tout ce qu'il peut dans cette technologie-là, parce qu'il sent que si on ne prend pas le tournant, ça risque de mal se passer. Il avait vu juste, puisqu'il y a presque 90% des sociétés qui fabriquaient Quasiment à l'époque. tous ont disparu. Hein. Il reste aujourd'hui de cette époque-là, il reste Tokina, Sigma et Tamron. Oui, c'est ça, parce qu'en fait, il fallait avoir ce savoir-faire. Il fallait avoir cette technologie pour pouvoir suivre les besoins de la clientèle, tout simplement. C'est ça, et c'est ce qui s'est passé. Et c'est ce qui s'est passé. Ensuite, on a, vers le milieu des années 90, un autofocus un peu remanié qui Tout à est fait. sorti. On passe d'un autofocus. Les premiers autofocus, c'était des autofocus à crémaillère, donc avec des petits systèmes de dents et de courroies. Mhm. On passe à une nouvelle technologie ultrasonique, donc électromagnétique, Voilà. qu'on appelle HSM chez nous, qui s'appelle USM chez Canon. Enfin bref, tous les fabricants évoluent vers cette technologie-là. Tout à la fin des années 90, la stabilisation optique qui fait son apparition C'est ça. et qui 98. permet surtout au niveau des téléobjectifs de démocratiser la pratique de la photo au téléobjectif, puisque ça permet de gagner en vitesse et donc de rendre la photo au téléobjectif accessible à monsieur tout le monde. Ouais. Et là, il se passe quand même quelque chose de très important où justement Sigma n'est pas tombé, peut-être aussi grâce à ça, c'est que vers les années 2000, il y a eu une transition. C'est la révolution du numérique, et donc c'est l'arrêt quasiment total de la vente de réflexes argentiques. Et pas encore de réflexes numériques disponibles à des prix, je veux dire, acceptables pour le commun des mortels. Donc à cette époque-là se vendent surtout des compacts, et c'est vrai que ça a été une période assez compliquée pour Sigma, puisque nous, notre cœur de métier, c'est de faire des optiques pour des systèmes interchangeables, et qu'on n'a jamais été des fabricants d'appareils photo compacts. Donc c'est vrai que le début des années 2000 a été un petit peu difficile, et puis ensuite, dès que les premiers réflexes, on va dire abordables en numérique sont arrivés, là, les affaires ont repris. Ouais. Jusqu'en 2012, où là, l'arrivée du smartphone a commencé à refaire évoluer un petit peu les choses. Mais finalement, c'est un mal pour un bien, parce que vous n'avez pas été victime non plus. D'une folie des grandeurs et d'un développement énorme Voilà. dû aux appareils photo compacts. C'est ça. Donc on n'a pas eu vraiment, depuis 2012, nous, la marque Sigma, n'a pas eu de baisse d'activité. Voilà, c'est ça. C'est un peu comme Alex, si je lui pique ces feuilles-là, parce qu'on a tout noté dessus, il va avoir une baisse d'activité. Ça risque Il ne d'être sait assez plus, violent. il ne sait plus, mais il a bien appris sa leçon. Elles Alors sont moches, justement- tes feuilles. Ouais, je sais, on va essayer de faire quelque chose. Il faudra faire quelque chose pour les prochaines. hein. Ouais, c'est vrai. Allez, je te regarde. 2012, justement. 2012, eh bien, Très importante. très importante, alors très triste dans un premier temps, puisqu'en février, c'est le décès du fondateur, Michiro Yamaki. Mais son fils Katsuto Yamaki avait quand même prévu la succession, et il avait anticipé, et donc il présente à la Photokina de 2012 en septembre le concept Sigma Global Vision, avec toute une image de marque remaniée en termes de marketing, puisque c'est vrai que ça n'a jamais été le point le plus fort chez Sigma, et surtout une réorganisation des gammes. Donc auparavant, on avait des produits sans dénomination particulière et des produits qu'on appelait EX comme Expert, qui était un peu notre gamme professionnelle, on va dire. Et en 2012, il remanie complètement la gamme de produits en 3 lignes: art, contemporary et sport. Et il ne veut plus parler de gamme pro ou de gamme pas pro, il dédie la ligne de produits selon l'usage. Et donc la ligne sport, c'est des téléobjectifs extrêmement robustes et
résistant aux intempéries. Tropicalisé, c'est un terme qu'on n'aime pas trop chez Sigma parce que ça ne veut pas dire grand-chose finalement. La ligne AR, que tout le monde connaît aujourd'hui, où là le concept est de dire zéro compromis sur la qualité optique, quitte à ce que l'optique soit énorme et très lourde. Le but est de corriger optiquement tous les défauts possibles pour obtenir l'optique la plus parfaite possible. Et la ligne Contemporary, où là, on va se permettre des compromis sur les ouvertures et sur la construction mécanique pour obtenir des optiques plus compactes et plus légères. Oui, ça ne veut pas dire que Contemporary, ça veut dire que c'est moins bien. Ça ne veut pas dire que c'est moins bien, parce que les technologies utilisées sont les mêmes, les verres utilisés sont les mêmes, les moteurs, les stabilisateurs sont les mêmes. C'est juste qu'on va se permettre une construction en polycarbonate plutôt qu'en métal pour gagner du poids. On va se permettre des ouvertures variables et moins ambitieuses pour gagner sur la compacité. Mais par contre, ça a des très très bons résultats. Et moi, très personnellement, c'est ce que j'utilise au quotidien, parce que mon souci, c'est plus la compacité et la légèreté. Donc, oui. On a sur la table un ensemble échantillon. On a un échantillon de différents produits. En fait, pour faire simple, ici, on a un 24-70 de 8 en ligne AR. Et ici, on a un 28-70 en ligne si Contemporary. Tu veux, je les prends, je vais les montrer à la caméra qui est juste en face de moi. On va vous montrer ça super bien. Oui, on va voir. Et le résultat final est pas si différent. Au centre à 50 ou 70 mm, ça va être très très proche. Par contre, on n'a pas le 24 mm d'un côté, donc on n'a pas l'ultra grand angle. Et puis le 24-70 va être parfait, lui, jusque dans les coins, pour répondre à des attentes de professionnels. Oui, alors moi je voudrais, Alban, que tu puisses montrer c'est un 14 mm. Alors attends, je ne sais pas si on a vu ou pas. Ces deux-là, oui, c'est bon. D'accord. C'est bon. On a dit que c'est bon. C'est bon. Donc on peut passer au grand angulaire. Voilà. Et là, on a la même comparaison avec un 14-28 de 8 et un 16-28 de 8. Et 16-28 de 8. Donc, on a fait un petit compromis sur la longueur focale pour permettre un peu plus de compacité. On a toujours l'ouverture de 8 constante, pardon. Ouais. Et le 14-28 est un petit peu plus corrigé optiquement et avec une perfection de l'image un peu plus poussée dans les coins. 14-28. 14-28 de 8. Magnifique. On a également d'autres choses qui sont sur la table. Tout à fait. Ça nous amène justement un petit peu à la suite, où Sigma est également dans la fabrication de boîtiers. Bien entendu. Ça c'est peu connu, ça. Ça, c'est peu connu. C'est assez difficile pour nous de nous faire connaître sur ce segment. Alors, on investit 20% de notre budget communication sur les boîtiers et ça ne représente pas malheureusement 20% de notre activité. C'est ça. Mais donc, on essaye de se faire connaître, mais c'est vrai qu'on n'a pas la puissance de communication de fabricants comme Canon, Sony ou Nikon. Le premier boîtier Sigma, c'est un boîtier argentique qui est sorti en 84. Oui. Il s'appelait le Mark I. On a sorti quelques boîtiers argentiques durant les années 80-90. D'accord. Et puis au début des années 2000, on a voulu se lancer dans le numérique, mais pas avec le même capteur que les autres, CCD ou CMOS qui se faisait beaucoup à l'époque avec des matrices de Bayer. Donc notre président à l'époque a rencontré les gens de chez Foveon, qui sont des ingénieurs américains à la base. Avec Dick Lyon, qui n'est que l'inventeur de la souris optique. De la souris optique, c'est ça. Voilà, donc des gens plutôt pointus. Et Dick Merrill, également un autre ingénieur avec qui il travaillait, qui a découvert en fait la propriété du silicium à récupérer les différentes longueurs d'onde de la lumière dans la profondeur du capteur. Voilà. Et donc ça nous permet de se passer d'interpolation, de matrice de Bayer, et d'avoir pour chaque point, chaque pixel, la totalité de l'information colorée, les 3 signaux différents. Et là, on était sur du 15 millions de pixels. Alors, le tout début 2003, le tout premier boîtier, on est à 2-3 millions de pixels sur 3 couches, donc ça fait on est toujours par 3. En 2006, on intègre ce capteur APS-C dans des compacts. Les premiers DP, DP1, DP2, ensuite DP1X, DP2X. Et en 2012, on arrive avec un nouveau capteur, donc de la même technologie, mais avec 15 millions de pixels par couche. Voilà. La génération Merrill, tout à fait. Donc le SD Merrill en réflexe et les DP Merrill en compact. Voilà. Petite anecdote, les DP Merrill aujourd'hui se vendent d'occasion plus cher qu'ils ne se vendaient neufs à l'époque où les produits étaient disponibles. Oui, il y en a peu en plus. Il y en a relativement peu, et puis c'est des produits qui techniquement aujourd'hui sont encore très très bons en termes de qualité d'image, de définition. Oui, d'accord. Et là, on arrive justement sur ces appareils photo qu'on est en train de... Tout à fait, donc 2018 ou 2019, l'arrivée des boîtiers FP, avec une particularité, c'est que c'est des boîtiers qui sont conçus pour faire à la fois de la photo et à la fois de la vidéo très haut de gamme, puisqu'ils permettent de faire du cinéma DNG, donc du RAW en vidéo en interne,
et via aussi des enregistrements externes et des disques durs externes. Et alors là, on a 2 modèles. On a 2 modèles, on a le FP première génération qui est à 24 millions de pixels, Oui. donc c'est un plein format hein, bien sûr, et le FPL à côté qui est à 61 millions de pixels. 61 millions de pixels. 61 millions de pixels. Et en plus, on a parlé des tarifs tout à l'heure. Un FP, c'est aux alentours des 1 500 € et un FPL, c'est 2 200 €, comptez 600 € en plus pour le viseur électronique qui vient en option. Et ils sont vraiment, vraiment compacts. Ah, c'est vraiment très Je pense compact. qu'on doit le voir avec la main d'Alban. Tout à fait. C'est quelque chose. Et alors, ce qui est intéressant aussi, c'est que ce sont par défaut des boîtiers qui n'ont pas de viseur. Bien entendu. Ils ont un écran. Ils ont un pour pouvoir avoir écran. un retour. Bah, le concept de base, c'est de dire que 98% des photos aujourd'hui dans le monde sont prises sans viseur Oui, c'est vrai, avec les téléphones, par et que exemple. ça ne devrait Là, pas voilà, être rédhibitoire. On voit à l'image, pour bien expliquer en fait, si on peut revenir sur le boîtier, les petits amis, voilà, très bien. Alors on a l'écran, hop, on va. Et on a Voilà, quand même cool. une option viseur. Hein. On a On a une l'option option viseur, viseur là. électronique Sinon, qui est ici Voilà, et une il option est viseur. vendu, en et- fait, sans le Ouais. viseur comme ça. Exactement. Voilà. Et on a également une option viseur optique que vous voyez ici. Ouais, alors après, hop, permet- on considère- tiens, attends, je vais le Je te le prendre. donne. Hop là, je vais revenir vers Alors l'eau. ça, c'est un viseur optique. Ça, c'est un viseur optique qui permet d'isoler l'écran quand on a beaucoup de luminosité. Ça D'accord. permet de continuer à Ah oui, oui, voilà, c'est ça. faire On des le images. pose, en fait, on le pose dessus. Alors, il se visse au niveau du En pas de vis, dessous trépied. D'accord. Ok. Et il vient être fixé à l'appareil. Et ça isole du soleil. Ça isole du soleil, ça permet d'avoir un point d'appui. Ouais, quelque C'est chose ça. comme ça. C'est ça. Oui, oui, il y a tout, tout. Et chose intéressante, il y a une entrée micro. Il y a une entrée micro. Donc on peut Enregistrer, capter bien le sûr. son, On peut correctement. capter. C'est une des fonctions de. Et il y a du timecode également, donc on peut synchroniser différentes caméras. Et alors, il y a quand même un truc, Alors, il y a une entrée micro, je peux te couper. bien sûr. Mais il n'y a pas de sortie casque. Non, malheureusement, il n'y a S'il pas vous de plaît. sortie de casque. Il n'y avait pas la place. Il n'y avait pas la place. On l'a fait remarquer aux ingénieurs. Donc il faudra passer par un petit boîtier, Voilà. boîtier Zoom qui vous permet de faire Voilà, la synchronisation, c'est ça, et c'est l'évolution enregistrement. peut-être à venir aussi. Oh, le développement continue. Ils travaillent sur la nouvelle plateforme. Donc, Alors, parlons monture. Puisque il y a quand même, vous êtes un petit peu obligé de répondre un petit peu à toutes les marques. tout à fait. Alors, il y a déjà, avant de commencer à s'intéresser aux marques spécifiques, il y a une alliance qui a été faite. Alors en 2018, tout à fait. Alors historiquement, Sigma sur les Oui. produits, sur les boîtiers plus anciens, les boîtiers notamment Fauvéon, on avait notre propre monture SA. Qui est notre propre monture réflexe. Au passage à l'hybride, on a besoin d'une nouvelle monture, une monture hybride. Donc on s'intéresse au développement propriétaire, hein, en développer une en interne, mais c'est des coûts de développement et un temps de développement qui sont assez importants. Et donc je pense qu'au niveau du Japon, il y a des échanges qui doivent être faits avec Panasonic. Panasonic avait les mêmes besoins, et donc on se rapproche tous de Leica. Alors nous, on avait aussi rencontré Leica via le cinéma, puisqu'on a lancé des optiques cinéma en 2017. Et donc toutes ces discussions font qu'on se retrouve autour d'une alliance autour de la monture L, qui a été développée par Leica pour les boîtiers SL à l'origine. Et en 2018, on fait l'annonce que Panasonic et Sigma vont également sortir des boîtiers plein format à monture L. La monture L, voilà. Et donc aujourd'hui, une optique L de chez Leica peut se monter sur mon boîtier, on peut monter mes optiques sur un boîtier Leica et sur Panasonic, et une optique Panasonic inversement sur nos boîtiers à nous. J'étais sur l'Instagram de Sigma France, que j'invite à suivre d'ailleurs. Et là, un truc, c'est bien beau, tiens, le dernier objectif, mais à quand la monture RF et la monture Z? En fait, pour un constructeur d'objectifs, comment ça se passe? À quel moment donné on dit, avec monsieur Canon, monsieur Nikon, bon, ok, on va fabriquer des objectifs et on vous prend votre techno, s'il vous plaît. Alors il y a est-ce qu'on plusieurs peut le choses. faire Dans le passé, pour les réflexes, c'était entre guillemets plus aisé pour deux raisons. D'une part, la baïonnette mécanique n'était pas brevetée, elle n'était pas brevetable. Donc, on pouvait adapter à l'époque du réflexe assez facilement. Par contre, les protocoles de communication, eux, étaient brevetés. À l'époque, nous, on faisait ce qu'on appelle du reverse engineering, c'est-à-dire qu'on analysait la manière dont le produit fonctionnait chez Canon ou chez Nikon, et on trouvait un moyen détourné de faire communiquer nos objectifs avec les boîtiers des différentes marques. Avec l'hybride, c'est un petit peu différent. Aujourd'hui, tout est complètement breveté et verrouillé, et ensuite, c'est la décision du fabricant de boîtier d'ouvrir ou non sa monture. Sony, pour la monture E, a ouvert dès le début les protocoles et la baïonnette. Donc on est autorisé à fabriquer des objectifs pour la monture FE depuis le premier jour. Chez Fuji, ça s'est débloqué en 2020.
C'est la monture X. C'est la monture X, tout à fait, de chez Fuji. C'est passé un petit peu incognito parce que l'annonce a été faite en avril 2020, en plein confinement. Donc tout le monde ne l'a pas vu. Mais on a sorti au printemps dernier 3 petites focales fixes et en décembre dernier un premier zoom pour la monture X. Et on va continuer à développer cette ligne parce que la demande est très très forte et les retours sont excellents. Après, pour ce qui est des montures Z et des montures RF, alors Z, on vient d'annoncer 3 petites focales fixes, le développement. Alors la date de sortie, je ne l'ai pas encore, mais ça ne va pas tarder. Il y aura une capsule où on va parler en détail de tout ça. Alors on parlera de ça. Et alors pour la monture RF, les discussions continuent. Et ça, ce sont des choses qui se passent au Japon. Donc malheureusement, j'ai pas beaucoup plus d'informations à vous apporter. Ok. Bon, voilà ce qu'on peut dire grosso modo sur la marque Sigma en elle-même. De l'optique, de l'appareil photo, des partenariats, un appui fort, parce qu'en fait aujourd'hui vous êtes incontournable, même dans le monde du cinéma, on en a très peu parlé. Oui, on a aussi vrai que vous êtes présent aussi. Une ligne d'optique cinéma. On n'est pas encore incontournable dans le cinéma, hein, on peut encore faire sans nous, mais on a une certaine reconnaissance. À titre d'exemple, le film qui a gagné la quinzaine des réalisateurs au Festival de Cannes cette année est tourné avec nos objectifs, et Top Gun 2 aussi, est tourné en grande partie. Je connais pas. Ça me dit quelque chose, j'ai entendu. Si vous en avez entendu parler, peut-être. Ouais, voilà. Il a été tourné en très grande partie avec nos objectifs. On a d'ailleurs co-développé une ligne spécifiquement pour le chef-op de... Alors voilà, c'est quand il y a tous ces plans, évidemment, dans les avions de chasse. Alors dans les avions, ce sont malheureusement pas nos optiques. C'est pas les vôtres. Non, ce sont des vieux Voigtlander qui sont montés sur la partie séparable de la Vénice, puisque la caméra a une possibilité de déporter le capteur avec un système de câblage. Et donc ce sont des petites optiques Voigtlander décarrossées pour rentrer dans le cockpit, parce qu'il fallait vraiment une compacité assez importante. D'accord, on aura l'occasion d'en reparler. Bien sûr. Alors, je tousse, c'est le moment de se quitter, mon Alex. Oui. Il faut que je boive de l'eau. Foucault, Voilà. merci. J'espère que Avec vous en grand plaisir. savez un peu plus sur la marque Sigma. On se retrouve dans d'autres capsules où on va continuer à parler de Sigma, notamment sur les optiques. Et puis, on se retrouve très bientôt. Allez, salut.